Monsieur le directeur, Madame la rapporteure, mes chers collègues, nous recevons à présent Monsieur Olivier Christen, directeur des affaires criminelles et des grâces au sein du ministère de la Justice. Monsieur Christen, notre commission d'enquête porte sur les phénomènes observés sur l'ensemble de notre territoire de dégradation et de paupérisation des copropriétés. Nos travaux entendent ainsi apporter un éclairage sur les processus multiples qui peuvent conduire une copropriété à la paupérisation afin d'une part d'accélérer leur prise en charge et leur redressement, ainsi que d'autre part de mieux prévenir l'apparition de telles situations. Parmi tous les risques identifiés comme conduisant les copropriétés à la paupérisation, l'installation de marchands de sommeil, propriétaires malveillants qui louent à prix élevé des logements indignes, constitue une étape d'un schéma connu par la puissance publique, mais contre lequel elle demeure encore trop souvent impuissante. Aussi, il nous semblait primordial de consacrer un temps de nos travaux aux réponses, notamment pénales, que la puissance publique peut apporter afin de prévenir et réprimer ces agissements. Conséquence, nous nous réjouissons de pouvoir vous entendre, vous qui dirigez depuis plus de 3 ans désormais la direction des affaires criminelles et des grâces du ministère de la Justice, chargée d'établir et de conduire les politiques publiques en matière pénale. Je souhaiterais vous interroger en premier lieu sur la répression pénale des marchands de sommeil. Malgré le renforcement des sanctions pénales porté par le projet de loi récemment adopté par le Parlement et pour lequel j'étais rapporteur, je sais qu'il demeure des difficultés pour parvenir à faire condamner ces propriétaires malveillants. Comment, selon vous, serait-il possible d'avancer encore dans la détection et la répression de tels actes? De plus, notre commission d'enquête se fonde pour partie sur les constats du rapport Hanotin-Lutz, paru il y a quelques mois, qui dénonce ce qui apparaît comme un manque de moyens pour la détection et la lutte contre l'habitat dégradé, et qui propose de donner des pouvoirs d'officiers de police judiciaire à des policiers municipaux et des inspecteurs de salubrité en la matière, et sous le contrôle du procureur. Quel est votre regard sur ces propositions? Comment serait-il possible aujourd'hui de mieux doter ces services afin d'accélérer la détection et la prise en charge de ces problématiques? Avant de vous laisser la parole pour répondre à ces premières questions et pour un propos introductif d'une quinzaine de minutes, il me revient de vous indiquer que cette audition est diffusée en direct et en différé sur le site internet du Sénat et qu'un compte-rendu sera publié. Je dois également vous rappeler qu'un faux témoignage devant notre commission d'enquête serait passible des peines prévues aux articles 434-13, 434-14, 434-15 du Code pénal qui peuvent aller de 3 à 7 ans d'emprisonnement et de 45 000 euros à 100 000 euros d'amende. Je vous invite donc à prêter serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, à lever la main droite et à dire « je le jure ». Je le jure. Monsieur, vous avez donc la parole. Je précise également, donc Marianne Margaté, notre rapporteur, est à mes côtés. Également mes 2 collègues sénateurs, David Ross et Laurent Burgoa. Bien, merci Madame la Présidente Madame la rapporteure, de nous avoir invités à participer à vos travaux. Je vais tenir, comme vous m'y invitiez, un propos liminaire qui va me permettre, je pense d'ailleurs, à travers ce propos liminaire, de répondre à certaines des questions que vous avez évoquées dans le cadre de la présentation de vos travaux. Et puis, je précise que je suis avec 2 de mes collègues de la direction, Monsieur Étienne Perrin, qui est le chef du bureau économique et financier de la direction, mais qui a en charge ces questions-là, et Monsieur Alexis Chary, qui est un autre magistrat, rédacteur au sein de la direction, qui peut-être me suppléeront sur certaines de pour répondre à certaines de vos questions, puisque la maîtrise technique fine leur appartient peut-être davantage qu'à moi. Donc, comme vous m'y invitiez, donc j'interviens devant vous en qualité de directeur des affaires criminelles et des grâces de la chancellerie. Peut-être en 2 mots de rappeler rapidement quelles sont les 2 missions principales de la direction et ce qui justifie ma présence devant vous aujourd'hui. D'une part, la direction élabore la législation et la réglementation en matière répressive et sur ce point travaille en lien évidemment avec le Parlement pour préparer au nom du gouvernement les propositions de texte qui seront présentées par celui-ci ou préparer les propositions de réponse aux arguments parlementaires qui sont faits dans le cadre des travaux qui sont conduits ici. Nous avons par ailleurs un travail toujours qui est associé à la législation en association avec le secrétariat général
des affaires européennes pour tout ce qui a trait aux négociations européennes internationales, mais ça nous concerne moins là. Et par ailleurs, l'autre grosse part de la mission que vous évoquiez tout à l'heure, c'est de préparer les instructions générales d'action publique et de coordonner et d'évaluer leur mise en application, donc ce qu'on appelle la politique pénale, qui est un des champs des politiques publiques, et par ailleurs d'exercer le contrôle de leur mise en œuvre par les parquets généraux et les parquets, ce qui me permettra de répondre entre autres à votre question sur l'efficacité du dispositif répressif tel qu'il existe aujourd'hui et de leur prise en compte par les parquets, puisque cette évaluation-là relève des missions de la direction. Donc peut-être sur ces grands angles, rappeler que la lutte contre l'habitat indigne s'articule autour d'actions de prévention et résorption de situations au travers d'un certain nombre de procédures administratives qui sont issues du Code de la santé publique et du Code de la construction et de l'habitation, qui sont engagées par les préfets, les maires, les présidents des établissements publics de coopération intercommunale, et que par ailleurs la lutte contre l'habitat indigne figure de longue date au rang des axes prioritaires des politiques pénales telles qu'elles sont présentées par le garde des Sceaux. Et ma direction donc a pour charge de veiller à la poursuite et à la répression des infractions en la matière, avec une particulière fermeté dès lors qu'elles sont de nature à porter une atteinte à la santé ou à l'intégrité physique des occupants ou à causer un trouble important à l'ordre public. Je concentrerai mon intervention sur les aspects répressifs de la lutte contre l'habitat indigne, comme vous m'y invitiez, et particulièrement sous le prisme des copropriétés immobilières, qui sont donc au cœur du sujet de votre commission. J'évoquerai successivement 3 points. D'une part, une présentation rapide du cadre normatif dans lequel nous nous inscrivons, puis de la politique pénale qui est portée par le ministère de la Justice, et enfin donc le traitement judiciaire tel qu'il ressort des éléments qui nous sont adressés par les parquets généraux. Tout d'abord, le dispositif normatif, en rappelant que le droit pénal en vigueur réprime tant le non-respect de la police en matière d'habitat insalubre que l'hébergement incompatible avec la dignité humaine, ainsi que la pratique dite de location à la découpe. Il existe également pour certains professionnels immobiliers et pour les syndics de copropriété une obligation non pénalement réprimée de signaler ces faits relevant de ces 2 catégories de délits au procureur de la République. Tout d'abord, la question de la répression de l'habitat insalubre. Donc, concernant la lutte contre celui-ci, les dispositions répressives figurent au Code de la construction et de l'habitation, principalement au livre 5, dans des titres qui sont consacrés à la sécurité et à la salubrité des immeubles, c'est le titre 1er, ainsi qu'à la protection des occupants, c'est le titre 2. Les infractions réprimées à titre principal de peine d'emprisonnement de 1 à 5 ans et d'amende de 50 000 à 150 000 euros sont comprises aux articles L511-22 et L521-4 de ce Code. Donc pour mémoire, les personnes physiques encourent entre autres les peines complémentaires obligatoires de confiscation des fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes ayant servi à commettre l'infraction et de l'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou sociale. Concernant les personnes morales, outre ces peines complémentaires, il convient de rappeler qu'elles encourent à titre principal une peine d'amende qui est le quintuple de la peine encourue par les personnes physiques. Enfin, la loi du 26 janvier 2024, à laquelle vous faisiez référence, a renforcé la répression des marchands de sommeil en aggravant les peines encourues lorsque la victime est une personne vulnérable, notamment un ressortissant étranger en situation irrégulière, dont on sait que ces personnes se trouvent souvent dans une situation d'une particulière fragilité qui est exploitée par les filières d'immigration irrégulière. Le deuxième point, c'est l'hébergement incompatible avec la dignité humaine. Donc cette notion d'habitat insalubre se distingue de la notion d'habitat insalubre que j'évoquais il y a un instant, se distingue de la notion d'hébergement incompatible avec la dignité humaine, qui là est un élément constitutif du délit qui est prévu à l'article 225-14 du Code pénal et qui réprime, je cite, le fait de soumettre une personne dont la vulnérabilité ou l'état de dépendance sont apparentes ou connues à des conditions de travail ou d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine. La fin de l'article prévoyant aux peines de 5 ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende. Ces peines sont là aggravées lorsque ce délit est commis à l'égard de plusieurs personnes ou d'un mineur. C'est alors 7 ans d'emprisonnement et 200 000 euros d'amende qui sont encourus, ou de plusieurs personnes parmi lesquelles figurent un ou plusieurs mineurs, et ce sont alors 10 ans d'emprisonnement et 300 000 euros d'amende qui sont encourus. À ce titre, il convient de préciser que le projet de loi relatif à l'accélération et à la simplification de la rénovation de l'habitat dégradé et des grandes opérations d'aménagement a été adopté très récemment, donc le 19 mars par l'Assemblée nationale et le 27 mars par votre Parlement, votre Assemblée, et que la promulgation du texte, sous réserve d'une éventuelle saisine du Conseil constitutionnel, est donc imminente. Et celui-ci prévoit l'aggravation des peines encourues prévues par les articles 225-14 et 225-15 du Code pénal, qui répriment la soumission à un hébergement incompatible avec la dignité humaine. Le troisième point que j'évoquais donc en introduction, qui est la sanction de la pratique de la location à la découpe,
là, qui est prévu par l'article L183-15 du Code de la construction et de l'habitation, qui a été créé par l'ordonnance du 29 janvier 2020 et qui réprime pour sa part de 2 ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende la mise à disposition, en vente ou en location de locales destinés à l'habitation provenant d'une division interdite d'immeubles par appartement. Enfin, la question de l'obligation de signalement des professionnels de l'immobilier et des syndics de propriété, ce qui est prévu par la loi du 2 janvier 1970, qui pose à l'égard des professionnels de l'immobilier l'obligation de signalement au procureur de la République des faits susceptibles de constituer les délits réprimés par les articles 225-14 du Code pénal et L511-22 du Code de la construction et de l'habitation que j'ai présenté il y a quelques instants. Une disposition similaire existe depuis la loi Elan à l'égard des syndics de propriété au sein de la loi donc, du 10 juillet 1965, modifiée par la loi Elan. La méconnaissance de ces obligations de signalement n'est toutefois pas pénalement sanctionnée, ce qui n'est pas très original. C'est assez souvent que les obligations de signalement au procureur n'ont pas de sanctions pénales qui correspondent. On réfléchit quand même, nous, à le fait de copier ce qui existe dans d'autres cadres, à un examen d'introduction d'une sanction de la carence de cet opérateur. Je dis ça parce que, pour dire que la loi telle qu'elle existe aujourd'hui n'est pas originale dans son dispositif. Ceci dit, si on veut qu'il y ait un élément plus fort, c'est en effet de sanctionner les personnes dont il apparaîtrait qu'elles ont connaissance de situation, qui n'en feraient pas le rapport au procureur de la République. Donc, deuxième point de mon développement, la politique pénale qui est dédiée à la lutte contre l'habitat indigne. Donc, pour vous rappeler que le ministère de la Justice, et donc par la voie de la Direction des affaires criminelles et des grâces, porte une politique pénale qui se veut très proactive en matière de lutte contre l'habitat indigne, pour laquelle nous sommes pleinement mobilisés depuis plusieurs décennies. On trouve la source de cette politique pénale dans une circulaire qui date un peu, puisqu'elle date du 4 octobre 2007, qui présentait les dispositions de la loi du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement. Et plus récemment, dans le sillage de la loi Elan, que j'ai pu évoquer tout à l'heure, la politique pénale a fait l'objet d'une importante circulaire conjointe du 8 février 2019 relative au renforcement et la coordination de la lutte contre l'habitat indigne, circulaire qui a été signée par la garde des Sceaux d'alors, Nicole Belloubet, et du ministre de la Cohésion des Territoires et des Relations avec les collectivités territoriales chargé de la ville et du logement, Julien Denormandie, dont les directives très structurantes conservent toute leur pertinence et actualité. J'insiste sur les signataires parce que dans les circulaires de politique pénale qui sont conduites, soit elles sont signées par le seul directeur des affaires criminelles et des grâces, et quand il y a une volonté d'y donner une force politique particulièrement plus importante, plus lourde, c'est alors les ministres eux-mêmes qui signent les circulaires, sachant que les circulaires de politique pénale sont toujours nécessairement signés par le garde des Sceaux, quand bien même il peut arriver qu'il y ait un autre ministre qui soit co-signataire. Donc la politique pénale portée par le ministère de la Justice repose sur deux axes, la coordination étroite de l'action administrative et judiciaire et le renforcement de l'efficacité du traitement judiciaire. Sur le premier point, donc le point de la coordination entre l'action administrative et judiciaire, celle-ci a été identifiée dès la circulaire du 4 octobre 2007 comme, je cite, un jalon essentiel d'une politique pénale efficace en matière d'habitat indigne. Cette coordination, qui est un gage de la cohérence d'une politique publique efficace, trouve son application au sein des pôles départementaux de lutte contre l'habitat indigne, qu'on appelle les PDLHI, qui sont les instances privilégiées de dialogue entre tous les partenaires impliqués dans le domaine de la lutte contre l'habitat indigne, auxquels les parquets, et notamment le magistrat référent habitat indigne, doivent être étroitement associés. C'est un point qui avait été demandé dans la circulaire, c'est que dans tous les parquets de France, il y a un magistrat référent qui s'occupe de ce sujet. C'est une pratique qui est assez fréquente dès lors qu'on est sur des sujets très techniques, de s'assurer qu'il y ait un magistrat du parquet qui peut avoir, suivant la taille du parquet, qui aura d'autres champs dans son portefeuille, mais qui en soit plus spécialement chargé et qui suive donc les travaux de coordination qui sont faits et qui soit le référent des autorités administratives qui en sont chargées par ailleurs. Donc l'objectif de cette coopération qui s'inscrit dans ces pôles départementaux vise à faciliter le repérage des logements indignes et l'identification de potentiels marchands de sommeil afin de permettre au procureur de la République d'envisager l'opportunité d'engager des actions pénales. Il nous apparaît en effet que différents signaux participent de l'identification des situations d'habitat indigne et cela ressort notamment des difficultés de mise en œuvre de l'action administrative en raison de l'absence de syndic dans les copropriétés, de copropriétés dépourvues de documents permettant leur fonctionnement ou encore des copropriétés qui ont des syndics défaillants. Ces copropriétés en difficulté sont les cibles favorites des marchands de sommeil, comme on l'observe dans la constatation de ces faits-là.
La circulaire du 8 février 2019, à laquelle je faisais référence tout à l'heure, insistait sur l'importance des pôles départementaux et leur demandait de traiter ces situations avec une particulière vigilance dans leur mission. Le deuxième point, qui est le renforcement de l'efficacité du traitement judiciaire des situations rencontrées, qui est le deuxième axe de la politique pénale de lutte contre l'habitat indigne. Donc, c'est pour assurer ce renforcement. Et l'objectif est d'assurer cette efficacité à travers la mise en place de groupes locaux de traitement de la délinquance, les GLTD, dédiés à cette matière et à la généralisation d'une politique pénale progressive pour une réponse plus ferme dans les affaires les plus graves. On est un peu au cœur de l'action de la direction et de ce que nous promouvons pour les parquets généraux et les procureurs de la République sur ce champ-là. Tout d'abord, quelques mots sur les GLTD, donc les groupes locaux de traitement de la délinquance dédiés à l'habitat indigne. Donc, nous avons invité à plusieurs reprises les parquets à mettre en place ces groupes afin de pouvoir répondre de manière la plus adaptée à des problématiques spécifiques dans une commune, un quartier, voire une copropriété. Donc on appelle ça les GLTD LHI, donc lutte contre l'habitat indigne pour ce qui concerne cela, qui nous paraissent être le lieu d'échange opérationnel approprié, sous la présidence du procureur de la République, avec les services administratifs et les services d'enquête, avec pour objectif d'identifier et d'assurer le traitement des situations relevant d'une réponse judiciaire, et ce en coordination avec l'action des services administratifs. C'est là encore, peut-être pour recadrer, le GLTD, c'est un dispositif qui existe dans beaucoup de domaines. Vous le savez peut-être sur vos ressorts, vous entendrez parler des procureurs. Ils existent des fois pour traiter un phénomène de délinquance tous azimuts sur tel ou tel quartier. Et depuis un certain nombre d'années, on promeut la mise en œuvre de GLTD dits thématiques, qui sont... alors, il se trouve qu'avec la lutte contre l'habitat indigne, ça peut correspondre en plus à l'option traitement local de la délinquance, puisque ça peut concerner certains points. Mais ces GLTD et LHI peuvent concerner plusieurs territoires du ressort des procureurs. Et l'objectif, c'est pour ça qu'on trouve que c'est un dispositif qui fonctionne bien, est en effet de mettre autour d'une même table, sous la direction du procureur de la République, toutes les personnes qui sont concernées par le sujet et de balayer à travers cela toutes les problématiques qui se posent, depuis la détection jusqu'à la répression qui peut être mise en œuvre, avec au milieu quels sont les services d'enquête qui vont pouvoir intervenir et le type d'investigation qu'ils vont pouvoir conduire, et d'avoir également un suivi sur ce qui est décidé d'un GLTD à l'autre, afin de vérifier si ce qui est fait est efficace ou non, ou quelles sont les autres mesures qui pourraient être déployées. Donc le besoin de telles structures a été donc est paru particulièrement pertinent dans les territoires les plus exposés à cette problématique, que sont la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne, l'Essonne, le Nord, les Alpes-Maritimes et les Bouches-du-Rhône. Et ce sont des parquets dans lesquels, enfin les parquets qui correspondent à ces départements, ont tous mis en place ce type de GLTD LHI pour donc identifier les problématiques et le mieux y répondre. On observe que, à côté de ces GLTD, il y a des échanges plus opérationnels qui sont des fois mis en œuvre dans le cadre des CODAF, donc les comités opérationnels départementaux antifraude, qui sont l'autre instrument qui existe de coordination, qui des fois là ont un champ qui est donc plus directement opérationnel. Deuxième point donc à côté de la détection, la question de la généralisation d'une politique pénale progressive vers une réponse ferme dans les affaires les plus graves. L'objectif de ces politiques pénales progressives, c'est d'avoir une réponse pénale qui soit adaptée à la variété et à la gravité des situations susceptibles de relever des qualifications pénales que j'évoquais tout à l'heure. Les faits les moins graves peuvent ainsi donner lieu à des mesures alternatives aux poursuites, telles que la composition pénale ou des classements sans suite sous condition, dès lors qu'une régularisation sera intervenue, notamment par la réalisation des travaux qui peuvent être sollicités par arrêté ou relogement des occupants, par exemple. C'est traditionnellement le premier niveau de répression, puisque dans tous ces types d'infractions, je vais appeler à arriver sur les niveaux de répression plus graves, mais toujours d'essayer d'avoir une réponse pénale qui accompagne une amélioration de la situation et non pas être uniquement sur de la sanction, mais on trouve que le gain sociétal est plus grand si, à travers l'intervention du parquet et des services répressifs, on arrive vers quelque chose qui fait que la situation est résolue. Donc le premier niveau est toujours un accompagnement donc par les alternatives aux poursuites, sachant que
le propre de l'alternative aux poursuites est que si la situation est résolue, on arrive donc à un classement de la procédure. Il n'y a pas de poursuites qui seront engagées contre les mises en cause. Si le process de composition pénale ou de classement sous condition n'est pas solutionné, ça entraînera en revanche là un engagement des poursuites. On arrivera dans le deuxième champ. Mais ce qui est intéressant aussi dans cette réponse graduée, c'est qu'une procédure qui a été classée sans suite à la suite de ce qui a pu apparaître à ce moment-là comme une régularisation de la situation, si le même immeuble, les mêmes mises en cause, une fois qu'ils se disent ce problème-là est réglé, recommence à rentrer dans le processus infractionnel, on peut ressortir la procédure qui a été classée sans suite. Donc c'est intéressant comme démarche, avec ce côté un peu épée de Damoclès qui existe toujours au-dessus de la tête des délinquants qui auraient pu être mis en cause. Et donc les faits les plus graves, en revanche, ou qui permettent de mettre en évidence, dans le cadre des investigations, une mauvaise foi manifeste du propriétaire, une exploitation de la vulnérabilité d'autrui, notamment à l'occasion de biens insalubres ou dangereux des personnes en difficulté sociale ou économique, appellent là la mise en œuvre de poursuites systématiques. C'est le sens de la politique pénale qui a été développée. Je rappellerai que la saisie des biens immeubles objets de l'infraction doit être recherchée dans tous les cas afin de prévenir la réitération des faits et de sanctionner efficacement la personne mise en cause. Comme dans tous les types d'infractions, on sait très bien que la saisie des biens est souvent la sanction qui effraie le plus et qui est le meilleur remède suivant dans quelle situation on se trouve. Les directives de politique pénale que je vous indiquais, donc ont été prises, vous l'aurez compris, dès 2007, qui ont été réactualisées en 2019 compte tenu de l'évolution des textes et réaffirmées comme une priorité gouvernementale, ont été rappelées à nouveau par une circulaire conjointe des ministres de l'Intérieur et des Outre-mer et du Garde des Sceaux du 29 janvier 2024, donc très récemment, circulaire qui était relative à la lutte contre les filières d'exploitation des étrangers en situation irrégulière, qui a donc permis de rappeler ce dispositif général. Troisième grand axe de mon propos, donc le traitement judiciaire de lutte contre l'habitat indigne et donc les difficultés que l'on peut relever et les propositions que l'on peut vous faire pour essayer de les résorber. Donc le premier point va traiter sur les difficultés identifiées par les ministères publics, donc les procureurs de la République et les procureurs généraux, et la mise en œuvre effective au niveau local de la politique de lutte contre l'habitat indigne telle qu'on la développe dans les circulaires que j'ai précisées. Nous avions, alors on a une vision qui est à la fois qui peut paraître ancienne, mais qui en fait reste d'actualité, puisqu'on avait dans le cadre des rapports d'activité du ministère public 2019 sollicité des parquets un point précis sur la question. Tous les ans, en fait, je le précise, il y a deux types de remontées d'informations que nous font les parquets généraux. Sur les affaires individuelles les plus lourdes, c'est une chose, mais surtout tous les ans, on leur demande de faire un point sur la politique pénale qui est mise en œuvre sur leur ressort. Donc ressort des parquets généraux, donc l'ensemble des procureurs de la République d'une cour d'appel. Et régulièrement, la direction identifie un certain nombre de points sur lesquels on leur demande une étude plus précise de la situation. Donc on balaye, on tourne régulièrement autour de plusieurs sujets de politique pénale. Et en 2019, donc c'était un des points qui avait été mis à porter l'attention des uns et des autres, et qui nous permettait d'avoir une photographie plus précise de la situation. Donc ce qui ressortait, c'est que les procureurs de la République déploraient l'insuffisante détection des situations, qui est le point évidemment le plus important si on veut mettre derrière une politique pénale. Et ils soulignaient à ce titre-là le faible nombre de signalements, non seulement de la part des collectivités territoriales, dont il ressortait que les capacités à assumer cette mission étaient très variables suivant les ressorts, et d'autre part de la part des occupants victimes de ces abus, par crainte évidemment d'avoir une sanction par la perte du logement ou encore du fait d'une situation administrative irrégulière. Là encore, ce qui est intéressant dans cette thématique, c'est que ce sont deux points qu'on relève dans beaucoup de sujets en fait. La déficience de ceux qui peuvent signaler à la fois parce qu'ils sont autorités, pas forcément de contrôle légal, mais en fait qu'ils ont la vision sur les situations et avec notamment une variabilité en fonction de l'importance d'une part de la collectivité concernée. C'est évidemment plus facile
quand ils ont des fonds, quand on est sur les collectivités d'importance avec beaucoup de fonctions support, des missions d'inspection, etc. plus lourdes, et puis aussi de la volonté politique de la collectivité en question. Et puis la part des victimes de signaler les propres faits dont ils sont victimes, c'est un phénomène qui est assez classique. Les procureurs mettaient aussi en avant une organisation administrative qui était assez complexe, qui fait venir plusieurs acteurs, les ARS, les DDT, les communes, etc., dont les compétences et les procédures ne sont pas nécessairement harmonisées sur ce plan. On sait aussi que la multiplicité des acteurs et des intervenants peut des fois, en ce qui concerne qui doit signaler, créer évidemment une difficulté puisque suivant les lieux, les uns et les autres peuvent trouver que ce n'était pas eux de signaler telle ou telle difficulté. Il relevait aussi que le traitement judiciaire pâtissait de l'absence de formation et de spécialisation des agents en raison de la technicité du contentieux, exigeant pour certains un acte administratif préalable ou au contraire la caractérisation délicate des infractions de mise en danger délibérée ou de soumission de personnes vulnérables à des conditions d'hébergement. Là aussi, c'est quelque chose qui est fréquemment rencontré sur les contentieux techniques, et vous verrez ce qu'on propose à terme par rapport à cela. Mais cette question de maîtrise technique des points, et qui peuvent des fois être ce qui est à l'origine des signalements, est souvent relevée. Donc c'est l'ensemble de ces écueils qui explique pour nous le faible nombre de procédures traitées par an, point qui avait été souligné par la Cour des comptes dans un rapport qu'elle avait fait sur le sujet en 2021. Et pour autant, les parquets, dans le cadre de ce rapport annuel du ministère public, avaient fait part de l'impact qu'ils considéraient comme très positif de la loi du 23 novembre 2018 et de la circulaire du 8 février 2019 sur la redynamisation des relations partenariales préexistantes et de la création de nouvelles synergies entre les différents acteurs, notamment dans le cadre des pôles que j'évoquais tout à l'heure. Et les parquets insistaient sur ce point-là, sur le fait que la quasi-totalité d'entre eux étaient associés aux travaux des pôles départementaux, notamment avec l'élaboration de plans départementaux pluriannuels de lutte, qui était un point qui était intéressant. Il relevait enfin qu'afin de favoriser la détection des situations d'habitat indigne, nombre des parquets, donc, participaient à des actions de sensibilisation à destination des maires, des syndics de copropriété, des agents immobiliers ou encore des administrateurs judiciaires, tout acteur qui permet de signaler les sujets. Sur le plan de l'enquête judiciaire, qui est, une fois que le signalement est parvenu, qui est évidemment le deuxième point, certains parquets ont relevé dans un contexte de rareté des enquêteurs plusieurs déficiences. D'une part, que plusieurs services, que ce soit les administrations, les collectivités ou les services d'enquête, pouvaient procéder eux-mêmes aux actes d'investigation et qu'il était donc pour ça nécessaire d'optimiser au maximum les moyens d'enquête dévolus à la lutte contre l'habitat indigne. Et qu'à ce titre, et donc c'est une des propositions qui a été formée, qu'il serait opportun de conférer aux administrations spécialisées de nouvelles prérogatives de police judiciaire, notamment de l'audition libre. C'est pour nous un des axes les plus forts sans doute si on veut contrecarrer la difficulté le manque non seulement le manque d'enquêteurs, donc ça c'est le point, mais aussi de contrecarrer le besoin d'avoir des personnes qui maîtrisent les enjeux techniques et qui sont eux-mêmes très engagés sur le sujet, parmi les multiples sujets qui peuvent concerner les missions de police judiciaire. Pour les faits les plus graves, il ressort des différents rapports qui nous sont transmis que, conformément aux directives de politique pénale, des poursuites et, le cas échéant, dans le cadre de déferment, c'est-à-dire de présentation des mises en cause au parquet à l'issue des procédures de garde à vue, sont engagés dès lors que, comme je vous le disais, les faits mettent en péril les occupants, troublent l'ordre public ou s'inscrivent dans le cadre d'une délinquance d'habitude, telle que la fraude sociale ou fiscale connexe, puisque c'est souvent les mêmes types d'infractions qui sont commises. Enfin, et c'est pour ça que j'en parlais tout à l'heure, on relève que le réflexe patrimonial est désormais bien intégré dans les parquets et plusieurs d'entre eux ont fait état de saisies systématiques qui sont opérées sur les immeubles concernés. C'est très intéressant et en fait ça s'inscrit, je pense que j'en parlais tout à l'heure sous cet angle-là, dans d'autres politiques pénales en général. Nous favorisons beaucoup les politiques de saisie des immeubles, on trouve que c'est vraiment très intéressant. Et ce réflexe de saisie des immeubles qui sont utilisés pour des habitats indignes commence à rentrer dans les mœurs. Je soulignerai d'ailleurs
Et c'est intéressant pour le principe. Vous avez voté, il y a maintenant, là je ne l'ai pas sur les points, mais on vous redonnera les dates, il y a 2 ans et demi, je pense, 3 ans, dans le cadre de renforcement des suites des saisies qui a été faites, la possibilité de réaffecter à des organismes sociaux les biens qui étaient saisis, quel que soit le cadre de saisie d'ailleurs, que ce soit la criminalité organisée ou tout ça. Et c'est quelque chose sur lequel le garde des Sceaux était particulièrement attaché, en voulant notamment s'appuyer sur ce qui avait été développé en Italie sur ce point-là, pour montrer en fait que ça avait aussi une utilité, qui n'était pas l'État qui forcément lui reprenait le bien, mais il faut le refaire. Et si je le souligne là, c'est parce que une des premières affectations qui a été faite dans ce cadre-là, c'était à Coudekerque, qui est une ville qui est à côté de Dunkerque, dans le département du Nord, auquel le garde était allé lui-même, qui était l'affectation d'un bien, d'un immeuble complet qui avait été saisi à Coudekerque dans le cadre d'une procédure de lutte contre l'habitat indigne, et qui a été réaffecté à une association qui investissait dans le logement à finalité sociale. Et donc le bien avait été inauguré dans ce bien-là, et puis le garde était placé dans le cadre de l'affectation qui avait été faite, et j'ai vu il n'y a pas très longtemps sur les réseaux sociaux que l'association expliquait qu'elle avait réaménagé l'immeuble et donc elle avait pu le donner dans un cadre de réaménagement social. Donc c'est intéressant ces politiques patrimoniales, et surtout qu'elles peuvent s'inscrire dans quelque chose de global, et donc de réaménagement des lieux, puisque l'immeuble était particulièrement offrait des conditions d'hébergement particulièrement insalubres, c'est tellement qu'on puisse dire, et donc la condamnation des propriétaires, et donc ce suivi-là. Quelques données statistiques pour presque conclure. D'une part, sur l'activité pénale. Alors on constate que, en dépit de ce que je viens d'indiquer, il y a une baisse quand même des affaires orientées par les parquets entre 2015, où il y a eu 1700 personnes mises en cause, et 2022, on en a relevé que 1440, pour au moins une des infractions liées à l'habitat insalubre. Et très clairement, ce que ça veut dire par rapport à affaires orientées, c'est que cette baisse signifie que les parquets ont été destinataires de moins de signalements, plaintes ou procès-verbaux des différents acteurs concernés, que ce soit, donc je vous disais, des collectivités, des services d'enquête ou des plaignants. Nous ne sommes pas en raison au-delà de ça de préciser les motifs de cette baisse qui doit trouver une part d'explication dans ce que je vous indiquais tout à l'heure, c'est-à-dire une baisse des signalements qui sont faits. C'est comme ça qu'on l'identifie, avec les raisons pour lesquelles il y a une baisse des signalements. Donc je vous disais la technicité, ce point, etc., ce que l'on observe. Il y a un taux de classement sans suite au titre d'affaires non poursuivables qui est relativement important, puisqu'il reste de 48%. Et en ce qui concerne les affaires poursuivables entre 2015 et 2022, on observe que 71% des personnes mises en cause ont fait l'objet d'une procédure alternative aux poursuites, essentiellement aux fins de régularisation, sur demande du parquet, ou des poursuites ou des sanctions de nature non pénale. 29% des personnes mises en cause ont été poursuivies. Sur les condamnations prononcées, on observe que les chiffres sont relativement stables depuis 2015, avec une centaine de condamnations par an. L'emprisonnement est prononcé dans plus de 6 condamnations sur 10. Donc là, on est des personnes, donc on est bien d'accord, qui ne font pas l'objet des alternatives, celles qui sont envoyées dans les juridictions. L'emprisonnement est prononcé dans plus de 6 condamnations sur 10. Et le moyen montant des amendes qui est prononcé dans la moitié des condamnations est de un peu moins de 10 000 euros, 9 768 euros. Les affaires menées à leur terme par les juridictions peuvent donner lieu au prononcé de peines relativement importantes parfois, et on peut relever ainsi, pour les exemples les plus récents, une décision du tribunal correctionnel de Marseille qui a été prononcée le 13 novembre 2023, condamnant un ancien fonctionnaire de police pour des faits de soumission de personnes vulnérables à des conditions de logement indignes et de mise en danger de la vie d'autrui à la peine de 5 ans d'emprisonnement, dont un avec sursis, donc 4 ans d'emprisonnement ferme, avec mandat de dépôt qui a été livré par la juridiction, la confiscation d'une assurance vie et des immeubles saisis, 75 000 euros d'amende, et la condamnation de 3 SCI en plus aux peines de 100 000 euros d'amende chacune. Une autre décision du tribunal correctionnel de Bobigny, cette fois, prononcée le 15 décembre 2023, qui a condamné une personne morale aux peines de 50 000 euros d'amende à titre de peine principale, remise en état des lieux dans un délai de 6 mois et 10 ans d'interdiction d'acheter un bien à usage d'hébergement. Et la personne physique a été, elle, condamnée à la peine de 24 mois d'emprisonnement avec sursis, 10 ans d'interdiction d'acheter un bien à usage d'hébergement et 3 ans d'interdiction de diriger une personne morale. Donc c'est des peines qui sont quand même relativement conséquentes.
Ce que l'on observe quand même, ce que l'on peut observer vu de la direction, c'est une augmentation des condamnations des personnes morales pour des infractions en lien avec l'habitat insalubre. Et là aussi, ça s'inscrit quand même dans les politiques globales qui sont portées, d'attaquer aussi les personnes morales sur ce sujet-là, afin de les sanctionner sur ces différents champs. Voilà ce que, je suis désolé si mon propos liminaire a été un peu plus que liminaire, mais ça me permettait de balayer quand même par ce biais-là beaucoup des sujets. Et nous sommes, avec mes deux collègues, à votre disposition pour plus de détails sur ce que je viens d'indiquer ou d'autres questions par rapport à ça. Merci beaucoup pour vos propos, en effet déjà très complets, mais c'est très bien. Je vais donner la parole à Marianne Margaté, Madame la rapporteure. Merci, merci pour votre présentation. Moi, j'avais j'avais une question pour commencer sur aujourd'hui la définition de marchand de sommeil juridiquement ne pose plus de questions. À un moment donné, enfin, c'est vraiment une question pour démarrer, puisque on avait du mal à peut-être c'était ce qui ressortait, à qualifier juridiquement ce qu'est un marchand de sommeil. Est-ce qu'aujourd'hui, au vu de la jurisprudence, aujourd'hui ça ne pose plus question? Est-ce que maintenant, juridiquement, cette notion est assez bien encadrée pour que d'ailleurs ceux qui doivent faire les signalements, les communes, les syndics, puissent le faire en toute connaissance de cause, malgré le... Enfin voilà, c'est un peu sur la définition d'un marchand de sommeil. Et vous parliez des moyens d'enquête. Enfin, je voulais savoir... Ce qui est compliqué, c'est que dans les marchands de sommeil, il y a des types très différents de marchands de sommeil. Notamment, il y en a qui sont des professionnels de l'exercice, avec des sociétés écrans, des hommes de paille. Est-ce que, je ne sais pas si vous pouvez me répondre, aujourd'hui, dans les affaires ou dans les signalements que vous avez, c'est plus un profil de professionnel du marchand de sommeil qui est parfois un notable et qui est qui est d'ailleurs quelqu'un d'installé, vous avez donné un exemple, et qui met en place de manière extrêmement, je dirais, organisée un système, ou est-ce que ce sont des propriétaires occupants qui laissent dériver une situation, ou est-ce que ce sont des chefs de filière liés à l'immigration irrégulière? Quels sont un peu les profils? Alors, je ne sais pas si... ou en tout cas les tendances, à défaut de profil. Est-ce que vous sentez une tendance particulière de marchands de sommeil? Et enfin, est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez, en tout cas c'est une question que je me pose, je ne sais pas si que les outils sont mis en place pour empêcher leur développement, l'acquisition d'autres biens? Est-ce que les outils sont assez suffisants pour qu'avec toutes les stratégies que peuvent mettre en place, notamment via des SCI, des sociétés écrans, on puisse les empêcher d'acquérir de nouveaux biens et de faire prospérer leur affaire? Est-ce que, voilà, parce qu'aujourd'hui, on a les outils pour ça, ou est-ce que c'est encore difficile à mettre en œuvre? Merci. Alors sur le premier point, il n'y a pas de définition légale de marchand de sommeil. Simplement, il nous semble aujourd'hui que les différentes typologies que je présentais en introduction de mon propos couvrent les différentes situations dans lesquelles ça peut se présenter. Le marchand de sommeil, c'est le nom générique, et pénalement, ça se décrit dans les différents points qu'il y a. Voilà, enfin, ne nous remonte pas, en tout cas, de situations qui ne seraient pas couvertes par le champ pénal aujourd'hui dans lesquelles on pourrait se retrouver. Le deuxième point, je l'évoquais un petit peu tout à l'heure. En fait, c'est vrai que ce sont des infractions qui sont relativement techniques, relativement complexes, et dans l'identification des faits et dans la capacité de conduire les investigations, il est en effet intéressant que les services qui vont être en charge sur la détection soient de certains éléments dans l'investigation et la connaissance technique de ce que cela recouvre et de ce que l'on peut chercher. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, à côté des questions de formation des intervenants classiques lorsque des infractions sont commises, hein, c'est-à-dire la police nationale, la gendarmerie nationale, la question de donner certaines compétences de police judiciaire aux administrations doit se poser, et c'est quelque chose qui s'est posé dans d'autres champs techniques. Comme vous le savez,
on a, depuis maintenant un certain nombre d'années, développé la possibilité pour certaines administrations d'avoir des missions de police judiciaire qui sont de plus en plus étendues. Ça a été le cas maintenant avec dans différents cadres juridiques, donc tout n'est pas comparable, mais ça peut être le cas pour certains agents du fisc, certains agents des douanes, certains agents maintenant de l'Office français de la biodiversité. On développe ces points-là pour que des administrations puissent aller plus loin que le simple relevé du constat ou aider en tout cas être en situation, suivant les cadres juridiques tels qu'ils sont prévus, avec les services classiques d'investigation qui existent. Parce que, en effet, ça permet d'avoir des procédures qui sont plus ciblées, mieux construites et qui permettent au parquet d'apporter la bonne réponse derrière. Quand je vous disais tout à l'heure qu'il y avait quand même un taux de classement sans suite important, c'est souvent ce que l'on relève quand on est dans cette situation-là, c'est que c'est pas forcément dire que ça. C'est qu'il peut y avoir certains signalements qui sont transmis qu'en fait ne correspondent pas, ne rentrent pas au champ d'infraction, ou que tel que ça a été fait, ça ne permet pas d'apprécier la réalité de l'infraction, ou qu'en tout cas c'est trop éloigné de cela. Donc c'est en effet un sujet qui permet d'être posé sur les spécialisations, sur les formations, mais c'était aussi l'objectif pour nous de la création des référents. Comme tous les référents qui existent, ce que ça permet, c'est qu'au niveau des cours d'appel, il y ait des fois des actions de formation ou de sensibilisation qui soient faites, parce que, y compris au niveau des magistrats qui vont apprécier le dispositif, d'avoir une vraie connaissance de la matière qui est quand même très technique, et là aussi de s'inscrire dans une politique pénale qui est construite, qui a du sens. Sur ce que vous demandiez sur la typologie des marchands de sommeil, de ce qui est notre analyse, on a de tout aujourd'hui. Voilà. Après, il faudrait peut-être une analyse plus fine que ce que nous on peut faire pour savoir s'il y a une typologie qui se développe plus que, en tout cas, de ce qui nous est remonté. On a l'impression que toutes les catégories existent. Voilà. Après, moi, j'ai pas une vision. Faut être clair sur ce qu'est la direction. C'est-à-dire que moi, j'ai une vision statistique. Mais la statistique ne permet pas forcément de savoir exactement quelle est la typologie des gens qu'il y a en face. J'ai une statistique. Je peux avoir, et ça avait été le cas en 2019, à travers les rapports que nous font les parquets généraux, suivant jusqu'à quel point ils vont faire une analyse sociologique des profils, une vision plus précise de ce qui existe. Mais après, moi, je n'ai pas de vision de toutes les affaires qui sont traitées en France. À la fois, vous aurez compris qu'il y a une grosse part qui est traitée par alternative aux poursuites, donc c'est quand même un volume important, et ni de celles qui font l'objet de poursuites. J'ai pas des rapports complets sur chaque affaire. Donc en fait, je peux pas avoir, j'ai pas les éléments qui permettraient d'avoir une analyse sociologico-criminelle suffisamment fine sur ce point-là. Je ne peux l'avoir qu'à travers ce qui nous est remonté, parce que les parquets généraux vont considérer que ça fait l'objet de problématiques particulières, d'une sensibilité particulière locale, et ils vont rentrer plus en détail. Mais j'ai pas la capacité d'avoir tout le reste. Sur les mesures de prévention, alors la prévention de la délinquance pure sur ce type de champ, le rôle des procureurs, il est un peu éloigné de ce qui va être sur certaines autorités administratives ou de contrôle qui vont pouvoir faire de l'administration. En revanche, par les peines complémentaires, telles que je vous en citais tout à l'heure, d'interdiction d'acheter un immeuble à usage d'habitation, d'interdiction de diriger des SCI, etc., ou par la confiscation des fois tout simplement des biens, c'est les façons de prévenir la réitération de l'infraction pour les gens qui sont condamnés. Mais plus en amont, et c'est pour ça que j'insistais sur ce point, sur les mesures alternatives, c'est aussi une façon de la prévenir. C'est-à-dire quand on est sur une phase de classement sous condition de régularisation, de remise en état des lieux, etc., ce classement sans suite, d'une part sous condition, permet de s'assurer que la personne se met en conformité, mais il existe toujours, et ça leur est dit, la possibilité de reprendre les poursuites dans le délai de la prescription, enfin qui est quand même de 6 ans, donc c'est pas tout
tout à fait neutre, si jamais il apparaissait que finalement le même auteur avait laissé cet immeuble-là satisfaisant, mais avait pris un autre immeuble qui le mettait. Les faits pour lesquels au départ il aurait pu être poursuivi, quand bien même l'immeuble a été remis en état, peuvent toujours être poursuivis si la personne s'est en fait dit bah, ça va cacher, ça va être l'arbre qui va cacher ce que je vais faire derrière. Merci. Laurent Burgois, il me semble que tu as... Oui. Merci. Merci, Madame la Présidente, Madame la rapporteure. Monsieur le directeur d'affaires criminelles, moi j'aurais deux questions à vous poser. Alors, je suis sénateur du Gard, donc je prends l'exemple du Gard. D'abord, revenir sur la problématique, je trouve très intéressant, du GLTD Habitat Indigne. Ma question sera la suivante: pourquoi pas une généralisation de ce GLTD dans tous les départements où il y a la problématique d'habitat indigne, parce que vous avez cité quelques départements où il y a ces GLTD. Je n'ai pas entendu, sauf erreur de ma part, par exemple le Gard. Je trouve, par exemple, connaissant bien ce département, qu'à Nîmes, maintenant, GLTD habitat indigne me paraîtrait fort intéressant. Alors, est-ce que c'est parce que localement, il manque... pourtant, je veux dire, les relations sont bonnes entre la procureure de Nîmes, le maire de Nîmes, parce que c'est important aussi dans ce GLTD l'implication des collectivités, et ça fonctionne bien, je veux dire, à travers le contrat de sécurité. Donc, pourquoi il n'y a pas un GLTD dans le Gard comme dans d'autres départements, hein? Ma deuxième question, c'est, alors, je ne sais pas si c'est une chance ou si c'est un concours de circonstances, vu que des fois il y a peu de candidats. Je suis membre également de la commission d'enquête sur le narcotrafic. Et donc ma question était, est-ce qu'il y a un lien, ou est-ce qu'il pourrait y avoir un lien entre narcotrafic et paupérisation des copropriétés dégradées, ou est-ce que, au contraire, il n'y a aucun lien entre ces deux problématiques? Je ne veux pas anticiper l'audition de Monsieur le garde des Sceaux demain. Sur le premier point, Monsieur le Sénateur, ce que je vous disais, je vous ai cité ceux pour lesquels je savais que les GLTD avaient été mis en place quand ils ont été, ils ont été invités à le faire, et ceux des départements sur lesquels il y a eu une préoccupation plus particulière à ce moment-là. Vous noterez que beaucoup sont en Île-de-France. C'est sans doute aussi parce que le Parquet général de Paris, dans le rapport qu'il a indiqué, a plus précisément mentionné qu'ils avaient été mis en place dans l'Essonne, le Val-de-Marne et la Seine-Saint-Denis, puisque c'est son ressort. Je vous dis ça parce que ça ne veut pas dire, loin de là, qu'il n'y a pas de GLTD de ce type-là dans les autres départements. Au contraire, d'ailleurs je vous l'ai indiqué tout à l'heure, il y a eu un appel à la généralisation de ces GLTD dédiés au niveau national, et il est très possible qu'il y en ait un à Nîmes. On pourra vous donner je pourrais vous donner la réponse. Voilà, mais sinon, pour votre commission d'enquête, on pourra le faire de façon tout à fait officielle. On appellera le procureur général de Nîmes tout à l'heure, et il nous dira s'il y en a sur le département du Gard. Alors je peux le faire là parce que vous l'avez demandé sur le Gard. Je peux le faire sur quelques départements un peu test où ça peut vous intéresser. Mais voilà, dans le délai là, je ne pourrais pas vous le dire sur tout le territoire. Mais je pense que c'est le cas dans quasiment aujourd'hui la plupart des départements de France. En tout cas, ceux qui ont une problématique très marquée sur le sujet, et qui sont quand même très souvent des départements à forte densité urbaine, même si ce n'est pas uniquement le cas, ça se trouve aussi dans des départements, dans des territoires plus ruraux que les grandes métropoles auxquelles on pense en général. Sur vos deux questions, c'est difficile à dire. La problématique de l'habitat insalubre, c'est qu'elle attire beaucoup d'autres choses qui sont autour. C'est d'ailleurs... on parlait des marchands de sommeil qui ciblent en général une population qui va être vulnérable économiquement, évidemment, mais qui va en profiter pour être en lien, et c'était intéressant, le lien avec l'immigration irrégulière, puisque c'est une population qui est par nature vulnérable, qui est moins encline à s'adresser aux forces de l'ordre quand elle a une difficulté. Et donc on peut avoir un lien entre la situation de l'habitat avec des filières d'immigration, mais en fait qui vont opportunément se greffer sur une autre situation de délinquance qui peut les intéresser. Les narcotrafiquants, ça va être un peu la même chose. C'est-à-dire que si ils sont devant une copropriété qui est en état
de moins grande attention, c'est des choses qui peuvent servir plus facilement pour, pas forcément pour être un point de deal ou pas, mais pour retenir pour cacher les stupéfiants ou tout ça, parce qu'ils savent que la population qui va être hébergée dans cette situation d'habitat indigne va pas être la plus encline à aller dénoncer les situations aux forces de l'ordre, etc. Donc c'est pour ça que c'est la situation de votre commission d'enquête sur l'habitat indigne. Et elle est vraiment intéressante, et elle est vraiment intéressante sur l'objet des politiques pénales qui sont développées en général, puisque là où il y a population vulnérable, ce qui est le propre des personnes qui sont dans ces habitats, c'est un nid à opportunité pour tout un autre type de délinquance. Je vous parlais tout à l'heure, les gens qui sont les exploitants de ces situations-là vont être souvent les mêmes qu'on va trouver sur beaucoup d'autres fraudes ou beaucoup d'autres types de délinquance qui vont pouvoir utiliser pour ça. Donc, logiquement, ça va être des endroits où on va pouvoir trouver d'autres types de délinquance, comme chaque fois qu'on a ces points-là. Trois petites questions. Excusez-moi, Madame la Présidente, mon collègue. Je vous en prie. Qui souhaite intervenir. Alors, il dit qu'il y a un GLTD urbanisme à Nîmes, et donc c'est dans le cadre du GLTD urbanisme que doivent être abordées ces questions-là. Merci beaucoup. Oui, je disais deux questions. La première, concernant le traitement des signalements, vous avez donné quelques chiffres, quelques statistiques. Par contre, en termes de durée, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez ce chiffre, cette durée moyenne en fait, de traitement des signalements est-ce qu'on a, et quelle évolution dans la durée justement de ces traitements? Est-ce qu'on a tendance à les traiter de façon de plus en plus courte ou de plus en plus longue? Ça, c'est la première question. Je reviens sur, en effet, je pense que quand on est élu local, on a les outils pragmatiques qui nous intéressent, ce fameux groupe local de traitement de la délinquance. En fait, on l'a dit à plusieurs reprises, le point noir, et vous l'avez dit sur plusieurs sujets, c'est ça, c'est l'identification. Est-ce que dans le cadre de ces groupes, il y a, en tout cas ce sujet forcément est traité, mais est-ce qu'il est développé? Est-ce qu'il fait partie d'un des points de travail concrètement dans les plans d'action, puisqu'ils aboutissent en fait à des plans d'action partagés? Est-ce que ce point-là est un point de traitement? Et enfin, concernant, et c'est lié, c'est pour ça que je parlais de 2 voire 3 questions, c'est en effet ces signalements, vous l'avez dit, hein, sur le pourquoi, j'entends, il n'y a pas aujourd'hui de réponse précise. Vous parlez peut-être de manque d'information, de sensibilisation ou des acteurs ou des habitants. Mais est-ce qu'il ne s'agit pas aussi de ces habitants qui, par crainte aussi... donc, qu'est-ce qui vous est remonté véritablement, en tout cas vous, même si ce n'est pas statistiquement dit ou quantifié, les raisons, encore une fois, pour lesquelles on a cette baisse de signalement qui, quand même, est inquiétante, puisqu'on sait qu'on a un phénomène de développement de ces copropriétés fragiles, et en même temps, on se rend compte que les signalements baissent. Donc, toutes les questions sont liées sur, encore une fois, qu'est-ce qui est mis en place, en fait, concrètement aujourd'hui pour pallier en fait à cette problématique. Merci. Alors sur votre première question, j'ai pas d'éléments en fait qui me permet de savoir moi statistiquement entre le moment où le signalement est adressé et la durée de traitement, d'investigation. J'ai pas d'outil qui permet de le faire, d'autant que ça conduit aujourd'hui à beaucoup d'acteurs qui interviennent. Et donc en fait on n'a pas en tout cas j'ai pas statistiquement de points qui me permettent de répondre à cette question. Ceci dit, je pense pouvoir répondre indépendamment de cela au deuxième point. Pour avoir piloté un certain nombre de GLTD, pas sur cette thématique-là, mais il fonctionne toujours pareil, c'est un point de préoccupation majeur en général. C'est-à-dire, ce que je vous disais, le but des GLTD, il est d'identifier les problèmes, de savoir ensemble comment est-ce qu'on peut davantage les traiter, qui peut les traiter et comment on les priorise, et de tirer à chaque fois un bilan de ce qui a été fait par rapport au GLTD précédent. Et dans ces bilans, il y a toujours la durée du traitement, le point qui peut être fait. Je reviens tout à l'heure quand même à ce que je disais, la question de savoir si on donne davantage de pouvoir de police à certaines administrations, c'est indéniablement, au-delà de la qualité du traitement, un facteur d'accélération du traitement. Puisque si ce service-là
non seulement, à ses pouvoirs, non seulement il fera un meilleur, alors ceux qui font le signalement, donc, mais bon, ils le feront avec d'autant plus d'enthousiasme qui seront directement impliqués dans les suites qui seront données. Et s'ils peuvent faire les auditions libres qui sont souvent utiles au recueil des éléments de preuve qui vont servir derrière, ça va plus vite que si on est obligé d'avoir recours à un service d'enquête qui va devoir inclure ça dans ces différentes problématiques, même si, comme je le disais tout à l'heure, la réponse du sénateur du Gard, cette problématique est quand même souvent au cœur de plein d'autres. Donc en fait, c'est pas des problématiques qui sont mises de côté. En général, elles sont traitées à titre principal. La raison de la baisse des signalements, j'ai pas d'éléments qui permet de le lire. Alors, ce qui faudrait là aussi une analyse qui serait, mais que moi je n'ai pas les moyens de faire. C'est-à-dire que, encore une fois, moi je n'ai pas une copie de tout ce qui est envoyé. Donc, si vous voulez, je peux pas vous dire telle année les signalements ont été tel qualitatif, ont été comme de telle ou telle nature, sont émanés de tel et tel service. Ça, je ne le sais pas. Pour cela, je ne sais pas si vous avez prévu de le faire. Il faudrait que vous entendiez peut-être certains des procureurs de la République sur les départements les plus concernés par la problématique, qui eux ont tous les signalements, eux peuvent vous donner une réponse plus précise sur l'évolution qu'ils ont pu constater sur une certaine période, sur leur ressort. Mais par projection, vous pourrez à peu près vous dire ce que ça peut représenter au niveau national, parce qu'eux, ils les ont. Donc, de vous dire leur qualité, pourquoi est-ce qu'ils ont observé une baisse, qu'est-ce qu'on a été dit dans les GLTD, et tous ces points-là. La peur des personnes de le faire quand ils sont directement concernés, c'est un point classique. C'est-à-dire si les gens peuvent avoir peur de représailles personnelles et puis peur de logement, c'est quelque chose qu'on retrouve assez souvent dans toutes les problématiques liées de logement. On a les mêmes choses quand on voit les questions qui sont pas si éloignées que ça, mais des logements trop petits ou des problèmes de loyer dans les villes où il y a les loyers sont encadrés. On entend bien que s'il y a certaines dénonciations qui sont faites, ça reste sans doute marginal par rapport au volume de ce qui devrait exister, parce que c'est assez... Enfin, on retrouve... C'est les populations qui sont en difficulté, donc entre les raisons pour lesquelles elles peuvent avoir peur de signaler, et puis c'est souvent les populations vers lesquelles on tourne le plus, les points d'accès aux droits, ces points-là, c'est pas les personnes qui exercent le mieux leurs droits, c'est les gens qui sont en général en difficulté sociale très lourde, sont celles qui ont le plus de mal à faire valoir leurs droits, des fois les plus primaires, et donc vont se moins tourner vers les autorités. C'était pour aller dans la même remarque. C'est vrai que ça semble un peu à contre-courant, cette baisse de signalement, surtout que vous l'avez dit, il y a des PDLHI presque dans tous les départements. Je crois que vous avez dit, d'ailleurs, au niveau national. Il y a Histologe qui a été mis en place, cet outil de signalement, je dirais, individuel. D'ailleurs, je ne sais pas, ce qui semble être plutôt intéressant en termes d'un signalement qui parte de la personne occupante, qui n'est pas manifestement développé dans tous les départements, puisqu'il y en a soixantaine sur l'ensemble des départements, mais bon, qui est un outil en tout cas qui est intéressant. Et je ne sais pas d'ailleurs s'il souffre de... Enfin, je ne sais pas si les signalements faits via cet outil permettent d'avoir une efficacité, sont assez, je dirais, caractérisés pour pouvoir être pris en compte ensuite dans les procédures judiciaires. En tout cas, c'est vrai que ça semble ce décalage, alors qu'il y a une mobilisation, il y a plein de dispositifs qui pourraient permettre d'augmenter le nombre de dispositifs de l'ANA, enfin des dispositifs de terrain. Il y a Histologe qui est un dispositif individuel, il y a les PDLHI. Et donc, bon, en tout cas, à ce jour, la multiplication des dispositifs de signalement n'amène pas ce résultat, alors que tout porte à penser que ça s'aggrave quand même. Enfin, la situation d'habitat indigne et de marchands de sommeil, c'est plutôt une affaire qui prospère. Hein. On peut l'imaginer, vu la crise du logement et vu les difficultés, la vulnérabilité de certains des occupants. Alors, je vais juste en réponse, je regardais précisément, mais relativiser
peut-être le point des baisses signalements, non pas que, parce que je vous disais tout à l'heure, on est passé de 1693 en 2015 à 1443 en 2022, mais en fait c'est assez fluctuant. C'est-à-dire que si je vous avais dit entre 2018 et 2019, on était à 1340 en 2018, à 1425 en 2019. Si on était à 1571 en 2021. Donc en fait, si je le regarde un peu comme ça d'année en année, en fait on est plutôt stable, ce qui est donc en fait mais ceci dit, votre question reste entière, c'est-à-dire qu'en dépit, même la stabilité peut interroger sur des signalements où on aurait pu penser qu'il y avait une tendance haussière, parce qu'on voit bien que quand on met en place des dispositifs de signalement au parquet de certaines infractions, en général, ça a un impact haussier. On le voit très bien sur des champs qui n'ont rien à voir avec ce domaine-là, mais dès lors qu'on a mis tous les dispositifs en place de signalement des violences conjugales, par exemple, tout ça, il y a eu un nombre de signalements qui a beaucoup augmenté, puisque les outils de signalement ont été efficaces, et donc ça entraîne une révélation de faits qui n'étaient pas forcément portés à la connaissance de l'autorité depuis. Donc voilà, là il y a une forme de continuation, c'est-à-dire que tous les ans il y a à peu près le même nombre. Voilà, après c'est difficile de dire. Ça ne veut pas dire que les dispositifs ne sont pas efficaces, puisqu'en fait finalement ça y reste, mais que ça ne conduit pas à en signaler davantage. Alors est-ce que c'est que les services en fait ne peuvent pas en traiter finalement davantage par an, pas les services judiciaires, j'entends, mais les services qui signalent ne peuvent pas en traiter davantage par an que ce qu'ils font, et c'est ce qui conduit à ce qu'il y a à peu près toujours la même chose. On observe que c'est quelque chose d'assez stable. C'est comme je le disais sur les condamnations, hein, c'est toujours à peu près le même nombre de personnes qui sont condamnées par an. Voilà, c'est pas vraiment baissier, c'est à peu près continu. Peut-être une question, vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez évoqué notamment en termes de peine, vous avez parlé de confiscation de biens et de l'efficacité de cette mesure, également de peine d'interdiction d'achat d'un bien à usage d'habitation. Est-ce que vous avez des chiffres sur le nombre de personnes, aussi bien d'ailleurs physiques que morales, qui ont été condamnées à cela? Est-ce que la question du contrôle se pose justement sur cette condamnation? Est-ce qu'aujourd'hui cela est contrôlé? Si c'est le cas, comment cela est contrôlé? Et pareillement, vous avez eu d'ailleurs dans votre questionnaire une question qui portait là-dessus, sur les ventes aux enchères. Est-ce que ces mesures sont aussi mises en place dans ce cadre-là, ces mesures aussi de contrôle? Alors au niveau du nombre de personnes, on vous donnera dans le questionnaire, il y a les chiffres plus précis, et donc je les résume rapidement. Mais c'est des chiffres qui sont relativement faibles, qui là aussi sont assez stables. En ce qui concerne l'interdiction d'acheter un bien à usage d'hébergement, il y en a eu 13 en 2019, mais 7 en 2020, 25 en 2021, moins de 5 en 2022, 6 en 2023. Personne morale, il n'y en a pas toujours, et c'est moins de 5 quand il y en a. Et pour l'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien ou fonds de commerce à usage d'hébergement, c'est en général une moyenne d'une vingtaine par an de personnes physiques qui sont condamnées. Il y en a eu quand même 40 en 2023, donc là il y en a eu beaucoup plus. Et les personnes morales, c'est moins de 5 jusqu'à 8 qui sont condamnées. Pour le suivi, en fait, la seule façon de le faire est de s'assurer la procédure de contrôle. En fait, elle s'effectue au travers de la vérification du bulletin numéro 2 du casier judiciaire de l'acheteur, qui porte cette mention-là, et qui permet donc de voir qu'elle ne peut pas le faire. Et normalement, cela doit se faire avant tout acte préalable à la conclusion d'un acte de vente. Donc, c'est la façon d'opérer le contrôle. En revanche, moi sur les procédures de vente aux enchères, c'est pas quelque chose qui relève de la direction des affaires criminelles et des grâces. Donc je ne sais pas ce que dans ce cadre-là où il y a des fois des achats qui sont faits, je ne sais pas comment ils effectuent le contrôle, mais par l'accès au bulletin numéro 2, normalement on a ce problème-là qui est réglé. Merci beaucoup.
Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, nous reste à vous remercier en tout cas de toutes ces réponses apportées, de vos contributions, de votre disponibilité, et de vous préciser que cette commission d'enquête prendra fin le 31 juillet de cette année et aboutira, comme vous le savez, à un rapport qui sera présenté d'ici là. Merci beaucoup encore. Merci, Madame la Présidente, Madame la rapporteure. Monsieur.